Merci Stéphane Piednoir. Merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Maine-et-Loire, membre du groupe Les Républicains, président de l'OPEX. On va évidemment parler de cette actualité politique qui est dominée par cette dissolution, ces législatives anticipées. D'abord un mot sur le résultat de dimanche quand même, qui a été quelque peu éclipsé du coup par cette annonce du chef de l'État. On a vu la montée du Rassemblement national. 93% des communes ont mis Jordan Bardella en tête, 96 départements dont le vôtre, le Maine-et-Loire. On est au-delà du vote des fouloirs, on est dans un vote d'adhésion pour vous? Je ne suis pas tout à fait certain. On sait que cette élection européenne, c'est traditionnellement un vote des fouloirs parce qu'on a le sentiment que l'Europe c'est loin, que ça prend des décisions qui ne nous concernent pas, alors qu'on a tenté de démontrer pendant cette campagne que ce n'était pas tout à fait exact. Et puis il n'y a qu'un seul tour, donc il n'y a pas ce mouvement de rassemblement qu'on peut observer sur les élections à deux tours comme les législatives qui arrivent. Mais la volonté des Français qui a été exprimée avec cette participation d'abord assez forte, et puis ce score de Jordan Bardella, c'est la volonté de donner la claque la plus grande possible, la plus forte possible au camp présidentiel et à Emmanuel Macron en particulier. C'est un désamour total qui s'était déjà exprimé en 2022, lors de l'élection présidentielle. Je rappelle le score quand même serré finalement avec Marine Le Pen au second tour, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu observer auparavant dans ce type de configuration, puis aux législatives, où les Français ont souhaité ne pas donner de majorité à Emmanuel Macron, avec donc cette majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc oui, mais j'ai envie de vous dire, on y est en fait. Nous y sommes à ce moment qui était tellement décrié, tellement envisagé dès 2017, quand Emmanuel Macron nous a dit il faut faire la fusion de la droite et la gauche. C'est pas un accord de gouvernement, c'est pas un accord de coalition. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est l'éclatement façon Pulse de l'échiquier politique. Et tous ceux avec qui j'ai l'occasion de discuter un peu de positionnement disent mais on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus où on doit aller parce que Emmanuel Macron a créé cette confusion généralisée en faisant croire que la gauche et la droite, c'est pareil. Je suis désolé. C'est ça qu'ils vous ont dit, les habitants, quand vous avez fait campagne, évidemment, pour ces européennes, les habitants du Maine-et-Loire, ils vous ont dit ça? Il y a ça en partie. Vraiment, il y a une détestation du président de la République. On sait que gouverner, c'est devenir impopulaire, ça c'est classique. Mais à ce point, il y a une déconnexion entre ce que représente Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu local, qui ne sait pas ce que c'est que de recevoir dans son bureau quelqu'un qui a une doléance pour le trottoir qu'il faut boucher, etc. Il n'a pas cet enracinement. Donc il ne connaît pas profondément les Français. Il sait faire des grandes conférences qui servent avant tout son ego, mais il n'a pas cette fibre, il n'a pas la connaissance profonde du pays. Il n'a, par exemple, pas écouté le Sénat lorsqu'on lui a dit dès 2017 qu'il ne fallait pas poursuivre cette trajectoire sur la taxe carbone qui a ensuite mené à la crise des Gilets jaunes. Donc il y a eu tout ça, il y a eu bien sûr aussi, il faut prendre une part de responsabilité, un reproche de vous la droite, vous n'avez pas fait ce pourquoi nous avions élu. C'est vrai, en partie. Donc vous payez le quinquennat de Nicolas Sarkozy encore? En partie. Maintenant, je dis aux Français qui sont de sensibilité de droite, et je veux croire qu'ils sont majoritaires dans ce pays, les études montrent que c'est le cas, ça fait 17 ans. La dernière fois qu'on a gagné une élection présidentielle, c'était il y a 17 ans. On a fait notre aggiornamento là-dessus. On a tourné la page. Il va être temps de nous faire confiance pour passer à une autre étape et dire, écoutez, ceux qui sont là n'ont jamais cédé au macronisme, ne veulent pas d'alliance avec le Rassemblement national, on va sans doute en reparler. C'est pas notre credo et ce sera mais sans pourquoi moi. aujourd'hui, pour les électeurs de droite, vous n'incarnez plus une alternative? Parce que ce score de 7%, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, vous parlez de la détestation d'Emmanuel Macron, certes, mais pour vous, ce n'est pas vous. Pour ces électeurs, ce n'est pas vous l'alternative. Mais non, parce que ça rejoint ce que je disais sur l'éclatement de l'échiquier politique. Emmanuel Macron a dit c'est nous, ce centre global qu'il exprimait à ce moment-là, ou les extrêmes. Et les extrêmes, c'est bien sûr le Rassemblement national, Reconquête, depuis, et on voit qu'ils essaient de se mettre d'accord, c'est désormais l'ensemble de la gauche. Cet accord que vous avez tout à l'heure ciblé, c'est... Enfin, quelle indignité! Quelle indignité pour cette gauche, les valeurs républicaines de cette gauche, que je respecte, qui a été de tous mes combats quand j'étais militant depuis l'âge de 18 ans. Quelle indignité de s'allier avec la France insoumise, qui n'est pas un parti républicain de mon point de vue. Donc, toute la France insoumise? Mais bien sûr.
Ou le courant mélenchoniste de la France insoumise. Mais est-ce que la France insoumise existe sans Mélenchon? J'ai le sentiment que tout ça est piloté par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, Emmanuel Macron a dit c'est nous, ce centre global, ou les extrêmes. Le RN Reconquête, LFI, qui désormais absorbe à nouveau le PS, les écolos. Ils se sont fait une campagne d'enfer. Ils se sont dit les pires insultes pendant toute une campagne. Et aujourd'hui, pour sauver les meubles, ils font une alliance contre nature. Et je ne veux pas croire, je sais que ça déplaît à une partie des républicains au sens institutionnel du terme, qui sont au PS, qui ne peuvent pas accepter cette alliance avec les insoumis. C'est comme le RN, c'est alimenté par la haine de l'autre. C'est l'anti-humanisme. Certains n'aiment pas pour une partie les étrangers, les autres c'est la haine des riches, c'est la haine des entrepreneurs. C'est alimenté par la haine. Nous représentons des partis de gouvernement, c'est parfois plus compliqué à expliquer et à faire valoir, mais on veut avancer avec tout le monde et faire prospérer notre pays. On va revenir sur cette dissolution. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de dissoudre pour vous? On est dans une impasse politique depuis 2022. Cette majorité relative, on voit bien qu'elle est bloquante puisque le gouvernement n'arrive pas à faire passer ses textes. Et pour paraphraser le président de la République, c'est le Sénat qui doit s'occuper de tout. On l'a fait avec cette étude d'impact sur la fusion ASN-IRSN qui avait été très mal commencée à l'Assemblée nationale. Le nucléaire, hein. Sur le nucléaire. On le faisait à nouveau, on devait aujourd'hui examiner un texte sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bon, est-ce que c'était le bon moment? Il y avait évidemment des gros textes qui étaient en jeu, et puis surtout, on a un moment historique, on accueille les Jeux Olympiques dans un mois. Donc c'est pas le moment? Je pense que ce n'était pas le moment, il n'y avait pas d'urgence, je comprends qu'il y a ce blocage institutionnel, et moi-même je disais on ne pourra pas continuer 3 ans comme ça jusqu'à la prochaine présidentielle. Néanmoins, peut-être qu'on méritait, après cette campagne européenne, on méritait un mois de calme, mener les Jeux Olympiques à leur terme, et puis en septembre rebattre les cartes éventuellement. Marine Le Pen dit que dimanche s'est ouvert le jour 1 de l'après-Macron. Vous diriez pareil, vous? On sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Moi, si vous voulez, mon sentiment, c'est quand même, ça me désole de voir les Français qui acceptent petit à petit de voir arriver au pouvoir le Rassemblement national, le Front national, historiquement. Les affiches avec Jordan Bardella. C'est de l'acceptation ou c'est une volonté de voir arriver le RN au pouvoir? En fait, je ne pense pas que ce soit une volonté, mais c'est vraiment le péché originel d'Emmanuel Macron de dire « venez avec nous parce que ce qu'il y a entre nous, ce sont les extrêmes ». Quand vous détestez à ce point le parti présidentiel, les partis présidentiels, je vous rappelle que derrière Valérie Hayé, il y avait 4 partis pour faire 15%. C'est une claque monumentale pour le camp présidentiel. Et bien les gens disent, ok, on va vers les extrêmes. L'UDI, pardon Stéphane Piednoir, dont l'UDI qui est présidé par Hervé Marseille, qui préside ici le groupe de l'Union centriste qui est dans la majorité sénatoriale. Ça va avoir des conséquences tout ça sur la majorité sénatoriale? Probablement, alors c'est des choses qui me dépassent un peu et qu'il faudra régler entre états-majors, mais bien sûr, je le regrette. Mais vous parliez de la cohérence. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence? Aujourd'hui, vous êtes allié avec l'Union centriste et Hervé Marseille, qui a fait campagne aux côtés de Gabriel Attal pour Valérie Hayé. Et aujourd'hui, vous dites, nous, on est sur une ligne, c'est ce que dit Éric Ciotti, nous, on est sur une ligne claire, on est dans l'opposition. Est-ce que vous trouvez que c'est si clair que ça? Je voudrais rappeler d'abord qu'ici au Sénat, l'Union centriste, il y a l'UDI, il y a les centristes. Et les centristes d'Hervé Morin ont fait campagne pour François-Xavier Bellamy, avaient des candidats sur cette liste. J'aime beaucoup Hervé Morin parce qu'il a cette clarté. Je regrette, l'UDI s'est fourvoyé dans cette alliance avec le camp présidentiel pour le résultat conseil. Ils avaient fait 2% en 2019. Ils avaient estimé qu'il fallait arrêter la casse et qu'il fallait se mettre dans un grand mouvement. Je le regrette parce que je pense qu'ils avaient davantage notre place avec nous. On montre ici au Sénat qu'on est capable de se parler. On n'est pas d'accord sur tout. À l'intérieur même d'un groupe, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on arrive à avancer, on arrive à voter des textes ici au Sénat. Pourquoi n'arriverions-nous pas au niveau national? Moi, vous savez, je suis un enfant de l'UMP. J'étais à l'UDF, on avait des concurrents RPR. Il y avait eu cette idée de Jacques Chirac de fonder l'UMP pour faire barrage au Rassemblement national. Emmanuel Macron a fait tout le contraire. Il a créé un blougi-boulga pour dérouler le tapis rouge au Rassemblement national. Nous y sommes. Est-ce que les LR sont prêts pour ces législatives? Ou est-ce que vous êtes résigné, vous dites de toute façon il y aura des pertes? On n'aura pas 60 députés le 7 juillet.
chaque occasion politique est une opportunité. Moi, je suis aussi président de la Fédération Les Républicains, et je le dis à celles et ceux qui me sollicitent pour être candidat, pour me dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, etc. J'ai dit, écoutez, à titre personnel, je peux vous assurer que la politique est faite d'opportunités assez incroyables. Donc saisissez-les, nous verrons bien. Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de nous allier avec le Rassemblement national et aucune raison d'aller dans un camp présidentiel qui est en décrépitude. On voit bien qu'ils veulent sauver les meubles et il suffisait de voir les têtes, les mines des militants, voire des élus, jusqu'à Yael Braun-Pivet dimanche soir, pour comprendre à quel point c'est un grand désarroi, que cette décision a surpris tout le monde et qu'elle n'arrange personne. On va écouter Marine Le Pen, puisqu'elle s'est adressée à vous, Républicain. Elle était hier soir l'invitée du 20h de TF1 et elle vous a tendu la main. Est-ce que vous seriez prête à ne pas présenter de candidats du Rassemblement national dans des circonscriptions où des candidats LR seraient là et avec lesquels vous feriez un pacte d'amitié ou un pacte pour 5 ans ? Mais bien sûr que nous sommes capables de le faire, parce que c'est cela, faire le rassemblement. Faire le rassemblement, c'est avoir une charte, c'est ce sur quoi nous travaillons, avec des points politiques sur lesquels chacun se met d'accord, sachant que nous serions en cohabitation, c'est-à-dire dans un cadre contraint par la Constitution, bien évidemment. Donc, si on est d'accord sur ces points, et je pense qu'avec un grand nombre d'élus, nous le sommes, eh bien, on construit cette majorité. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen? Est-ce qu'elle est en train de vous tendre un piège? Bien évidemment, et vous savez, je trouve un point commun entre Renaissance et le RN, sont des partis des revirements permanents. On pourrait, la liste des revirements d'Emmanuel Macron sur tant de sujets, sur le nucléaire, sur la dette, sur les grandes conférences qu'il a organisées. Le Rassemblement national, avec un programme économique, avec la retraite à 60 ans, qui voulait sortir de l'Europe, qui voulait revenir à l'écu. Enfin, Marine Le Pen a proposé, à dernières élections européennes, de revenir à l'écu. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu une insulte aux Français, en considérant que les Français n'ont pas la culture suffisante pour aller creuser les sujets qui eux-mêmes survolent. Mais sauf que là, elle a dit on peut ne pas présenter de candidat face au LR. Jordan Bardella a dit qu'il a échangé avec des cadres des LR. Est-ce que certains vont céder à la tentation? Est-ce que votre parti risque d'imploser? Alors d'abord, je ne sais pas quel cadre, il n'a cité personne. Moi, je n'ai pas ces infos-là. J'ai envie de leur dire grand bien leur face. Mais on voit où ça mène. Le fait de rester dans son sillon est toujours plus respectable. Quand on fait de la politique, bien sûr, il y a des discussions. Parfois, il faut faire des concessions, mais pas avec des gens qui ont qui font des tels revirements en si peu de temps. C'est pas possible. On a une ligne, on a un programme. François-Xavier Bellamy les a défendus avec force et je pense que c'était clair. C'est pas la combinaison, pour reprendre les mots de David Lisnard dimanche soir. On n'est pas là-dedans. On va parler de ce que la dissolution a entraîné au Parlement, puisqu'elle a entraîné une suspension des travaux parlementaires, évidemment à l'Assemblée nationale, mais également ici au Sénat, où les sénateurs ne siègent plus en séance. Alors quel est le programme des prochains jours? On voit ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Stéphane Piednoir. Bonjour. Et Quentin, vous allez répondre à une question qui est simple, mais pas forcément. Quelle est la conséquence de la dissolution de l'Assemblée nationale sur ce qui va se passer au Parlement et notamment au Sénat dans les prochaines semaines? Eh bien, la décision a été actée hier en conférence des présidents, qui est cette réunion avec les présidents de groupes politiques, les présidents de commissions. Le Sénat suspend ses travaux en séance. C'est l'usage fixé notamment pendant la dissolution de 1997. Et hier, on a vu le président du Sénat, Gérard Larcher, entériner cette suspension des travaux avec cette annonce en séance. Et on a alors vu ce message sur tous les écrans au Sénat. Travaux suspendus avec une photo du Sénat. Plus de débat dans l'hémicycle sur les projets de loi ou les propositions de loi. Pendant cette période, plus de questions au gouvernement non plus. Et pendant toute la période de la campagne des législatives à l'Assemblée nationale, le Sénat se met ainsi en veille. Retour du Sénat a priori à partir du 18 juillet. Ce serait alors pour écouter un discours de politique générale du Premier ministre. Et qu'est-ce qui va se passer pour les textes en cours d'examen? Je vous propose d'écouter les explications de la ministre des Relations avec le Parlement. Elle était hier au Sénat, Marie Lebec. Écoutez-la, c'est au micro de Cécile Cixous.
Il y a deux schémas. Il y a des schémas de textes qui ont été... ceux qui sont déposés sur le bureau du Sénat ne sont pas caducs, mais ceux qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée le sont effectivement. On verra après, une fois les élections passées, ce que souhaite faire le président de la République avec son Premier ministre en termes d'ordre du jour et la priorité des sujets à laquelle il voudra se consacrer. Donc, si le texte était en cours d'examen à l'Assemblée nationale, il est donc abandonné. C'est le cas, par exemple, sur celui sur la fin de vie. Il est considéré comme caduc. Un texte qui était en cours de navette, lui, peut continuer son chemin, comme celui sur l'agriculture, qui a été adopté le 28 mai dernier à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est pour le travail législatif. Qu'est-ce qu'il en est du travail des commissions d'enquête ou du travail d'audition ? Alors, les commissions d'enquête continuent. En fait, leur délai de travail aux commissions d'enquête, il est fixé à 6 mois maximum. Donc, il faut finir ce travail de contrôle des commissions d'enquête. On pense par exemple à la commission d'enquête du groupe écologiste portant sur le groupe Total Énergie. Également, celui de la commission des finances sur la dégradation des finances publiques. On va avoir d'ailleurs ce rapport cette semaine. Ou encore la commission d'enquête du groupe socialiste sur les ingérences étrangères. Un dernier mot pour mentionner le fait que certains sénateurs saluent cette suspension et cet ordre du jour allégé. Aussi car ils veulent faire campagne pendant cette législative partielle éclair. C'est le cas hier, on a croisé Yannick Jadot, on l'a vu au Sénat, et lui, il entend multiplier les déplacements pour soutenir les candidats dans leur département. Il nous l'a dit hier. Est-ce que c'est votre cas, Stéphane Piednoir? Vous avez commencé à l'évoquer avec Oriane. Les sénateurs, vous allez aussi être en première ligne pendant cette législative partielle, même si elle concerne directement plutôt l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, on a notre rôle à jouer. On est le plus souvent dans les instances de nos partis respectifs. Je suis moi-même président de fédération, donc bien sûr, je donnerai un coup de main à tous les collègues qui souhaitent se présenter à ces élections législatives, s'ils le souhaitent, évidemment. Le poids d'un parlementaire peut avoir son importance dans une élection comme celle-là. Surtout dans un temps de campagne aussi court. Et dans un temps de campagne aussi court, il y a aussi des moyens logistiques. On peut apporter une certaine expérience pour... il va falloir trouver des imprimeurs, il va falloir trouver des mandataires financiers, il va falloir s'organiser pour avoir des équipes de distribution de tracts au singulier, parce que probablement en 15 jours, on va pas avoir le temps d'expliquer beaucoup les choses. Donc il va falloir être très percutant en un minimum de temps. Donc si on peut filer un coup de main, on le fera bien sûr. Et juste un mot, vous êtes aussi le relais des maires dans les départements. Est-ce que vous avez des retours sur les complexités d'organisation que vous étiez en train d'évoquer ? Ah ben ils sont très contents. Ils vont on a vu que l'AMF tirait la sonnette d'alarme. Ils vont décrocher leurs 38 panneaux des élections européennes dont on a vu que c'était quand même compliqué de faire ça devant tous les bureaux de vote. Ils aspiraient à pouvoir souffler un petit peu, donc rebelote. Oui, donc faut pas qu'ils les démontent. Faut pas qu'ils les démontent probablement. Bon, on va peut-être pas avoir 38 candidats par circo, mais oui, on avait besoin de souffler. Ce que je disais tout à l'heure sur le timing, c'est quand même particulièrement mal choisi, même si on voit bien qu'il y a des travaux qui vont aller à leur terme. On aurait pu citer aussi la commission d'enquête sur la fixation des prix de l'électricité à laquelle j'appartiens et qui est très attendue, qui va rendre ses travaux tout début juillet et sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais donc c'était nécessaire d'alléger l'ordre du jour. Le Sénat ne pouvait pas continuer alors que l'Assemblée nationale suspend ses travaux, c'est ça ? Ça n'est pas une obligation en soi, d'un point de vue institutionnel. C'est un usage depuis que les dissolutions existent. Il y en a eu un certain nombre pendant la Ve République, la 97 pour la dernière. Mais on comprend bien que pendant que l'Assemblée nationale ne travaille pas, il y aurait accumulation de textes votés au Sénat et ça bouchonne du coup à l'Assemblée puisqu'il faut faire cette navette. Donc c'est plus raisonnable. Ça ne nous empêche pas de continuer à travailler en commission et en mission. Mais l'examen des textes en séance, évidemment, n'aurait pas beaucoup de sens. Je regrette évidemment, il y a des textes qui sont suspendus comme ça. Oui, notamment celui sur la laïcité dans le sport. On peut en dire un mot, oui, puisqu'il devait être examiné cette semaine. Hier soir, ouais. Hier soir. Oui, voilà, hier soir. C'est un texte qui donc était porté par le sénateur Michel Savin, spécialiste des questions sportives. Un texte court qui interdisait le port de signes religieux dans les compétitions sportives organisées par les fédérations agréées et les associations affiliées. Donc c'est un texte qui n'a pas été examiné hier. Vous le regrettez, c'est une conséquence directe de cette législative anticipée? Oui, alors j'ai été concerné au premier chef, parce que j'étais rapporteur de cette proposition de loi. Je devais venir hier soir. Bon, c'est évidemment pas le plus important des conséquences, mais on avait à cœur de porter ça. C'est des dispositions qui ont déjà été votées au Sénat lors
du texte sur les principes de la République, puis lors de textes sur les JO, enfin sur le sport il y a un an. Mais donc pas retenu dans la copie finale de ces textes. Ouais. Mais du coup, là, il fallait revenir dessus et on s'attaquait au service public puisque les fédérations délégataires et agréées ont une délégation de mission de service public. Et à ce titre, on considère qu'elles doivent appliquer une neutralité pour tous les participants à un événement sportif organisé au niveau départemental, régional, etc., national. C'est le principe que l'on met en avant depuis des années. C'est le même principe pour les accompagnants scolaires, pour les sorties extrascolaires, qui, de notre point de vue, participent à une mission de service public. On a un profond désaccord entre la droite et la gauche. Voilà un exemple de choses qui ne sont pas miscibles. On ne peut pas fusionner ça. On a un vrai désaccord et nous portions cette PPL avec force hier soir et finalement, on la verra peut-être en septembre. Vous la redéposerez forcément. Oui, forcément, je pense qu'il y aura un nouveau créneau pour le faire. Il y a un texte qui, du coup, est caduc, c'est le texte sur la fin de vie qui a été examiné à l'Assemblée nationale. On sait que c'est un texte qui divisait ici au Sénat. Est-ce que, du coup, pour vous, c'est une bonne chose que l'examen de ce texte soit suspendu ou est-ce que là aussi, vous le regrettez ? Non, sur le fond, je peux pas dire que c'est une bonne chose. Je respecte le travail de tous ceux qui se sont investis depuis des mois. J'étais rapporteur sur cette PPL laïcité. Par comparaison, si vous voulez, le travail sur un projet de loi comme celui-là est vraiment incroyable, est vraiment très important. Et donc pour les rapporteurs, pour tous ceux qui ont mené les auditions, ça doit être une vraie déception. C'est un des leitmotifs du président de la République. Donc je pense qu'on y reviendra assez rapidement à l'automne probablement. Quentin ? Oui, du coup, c'est effectivement le programme parlementaire qui est allégé, les questions au gouvernement aussi qui sont suspendues. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mission de contrôle non plus du gouvernement pendant toute cette période. Alors on voit que le Sénat se garde la possibilité de reconvoquer le gouvernement à tout moment. C'est aussi quelque chose que vous pourriez faire ? L'installation de l'Assemblée nationale aura lieu officiellement le 18 juillet. Il n'est pas exclu qu'à partir de ce moment-là, le Sénat nous reconvoque pour un petit bout d'installation et fixer l'ordre du jour, à minima fixer l'ordre du jour pour la rentrée parlementaire. Mais donc plus de ministres en commission pour venir expliquer la politique actuelle jusqu'au mois de mi-juillet. Il n'y a plus de raison de convoquer les ministres. Sauf audition pendant les missions, les commissions d'enquête. J'aurais à dire aussi qu'en tant que président de l'OPEX, vous savez, qui est un office bicaméral, donc je suis du jour au lendemain coupé de la moitié de mes membres, si je puis dire, les 18 députés. C'est l'office parlementaire des choix scientifiques. Voilà. Travailler sur la question scientifique. Travaille sur les questions scientifiques ici au Parlement, 18 députés, 18 sénateurs. Et là, de fait, ça n'est plus bicaméral puisqu'on n'a plus de députés. Un dernier mot, puisque Emmanuel Macron doit prendre la parole cet après-midi dans une conférence de presse. On n'a pas beaucoup plus de détails, mais en tout cas, il va s'exprimer pour la deuxième fois en 2 jours. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Ça commence à faire beaucoup. C'est une séquence qui est très longue. On a entendu les reproches. Évidemment, il intervenait dans le cadre du 80e anniversaire. Mais enfin, on voit bien qu'il y a eu plusieurs interventions de l'exécutif pour sauver le soldat Hayé. C'était ça quand même la fin de campagne des européennes. Quelle sera l'utilité de cette prise de parole ? Je l'ignore. Évidemment, pour annoncer la dissolution, il y avait du sens. Maintenant, voilà, les dés sont jetés, qu'on s'en tienne là. Et puis j'ai presque envie de vous dire, pour les candidats qui vont représenter son camp, s'il vous plaît, arrêtez. On lit partout que on n'affichera pas la tête du président de la République sur les affiches législatives, probablement. C'est devenu un répulsif pour les Français, donc il faut qu'ils le comprennent. Je sais que ça doit toucher son ego jupitérien, mais il faut qu'il accepte que désormais, les clés ne sont plus entre ses mains. Merci Stéphane Piednoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, Quentin, on reviendra sur la dissolution et sur l'analyse du scrutin. Avec vous, vous avez analysé ça territoire par territoire. Alors, on fera une cartographie du vote, notamment du vote Rassemblement National, vote très large en France. On verra tout ça dans 20 minutes. On va continuer à parler évidemment de cette séquence politique. On accueille Raquel Garrido, notre invitée, qui nous rejoint.